Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Nous sommes le vendredi 27 août 2021. Au sommaire de cette édition, différents acteurs de la société civile et politiciens continuent de réagir sur les propos du président de la République, Évariste Ndayishimiye. Pour eux, les Burundais n'ont pas besoin de lamentation de la part du président de la République, mais plutôt d'actes de redressement de la situation déplorable qui prévaut au pays. Les hautes autorités du Burundi continuent à manifester une légèreté dans l'application des mesures de lutte et de prévention contre la COVID-19. Vous aurez les précisions dans cette édition. Au sommaire également, les habitants de la ville de Bujumbura s'inquiètent et ont peur de ne pas parvenir à trouver assez d'argent pour l'achat du matériel scolaire à quelques jours de la rentrée scolaire projetée au 13 septembre prochain. Voilà pour les titres. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Le journaliste Bobo Rugurika trouve que le discours tenu par le président Ndayishimiye devant le corps magistral n'est que rise. Comme l'une des personnes injustement emprisonnées par le régime CNDD-FDD, Bobo Rugurika explique que la justice roule pour le régime en place. Suivez Bobo Rugurika. En tant que président, M. Évariste Ndayishimiye sait très bien qu'il n'a pas raison devant les juges et les magistrats. Il sait très bien que le régime CNDD-FDD, comme d'ailleurs les régimes précédents, ont toujours soumis l'appareil judiciaire à l'exécutif. En tant que président Ndayishimiye, sait très bien que la séparation des pouvoirs n'est pas une réalité au Burundi. Il n'a pas la volonté de mener des réformes constitutionnelles dans le cadre légal afin de mettre fin à cette dépendance du judiciaire à l'exécutif. Là, je vais en venir aux pratiques. Ndayishimiye sait très bien que tous les procès politiques ont toujours été décidés par l'exécutif, des cadres du parti CNDD-FDD et quelques généraux. Ici, Bobo Rugurika donne des cas illustrant ses propos. C'est le cas avec mon emprisonnement. Le régime a décidé mon emprisonnement après m'avoir négocié d'abandonner le dossier sur l'assassinat des 3 sœurs italiennes. Quand j'ai dit non à l'envoyé du régime, il m'a clairement signifié que 3 scénarios devraient suivre. La prison, la mort ou l'exil. N'eût été la résolution du Parlement européen qui menaçait de prendre des sanctions financières si je n'étais pas libéré. Le régime n'allait jamais ordonner ma libération. Ça a été le cas avec plusieurs autres procès comme celui de Sinduhije, de Frédéric Bambouguinvira et bien d'autres. Regardez la farce autour du récent procès dans le cadre du procès des 4 journalistes et défenseurs des droits de l'homme. Mais tout le monde sait très bien que le gouvernement avait ordonné les arrestations et récemment, c'est le même gouvernement qui a ordonné la libération dans le cadre des négociations avec l'Union européenne. Quand même, ça, c'est une honte que Ndayishimiye devrait assumer. Quand le président Ndayishimiye dit qu'il ne va jamais se pencher sur des crimes commis avant son règne, qu'est-ce qu'il veut dire au juste en tant que magistrat suprême? N'est-ce pas là une sorte d'obstruction à la justice? Quand la Cour pénale internationale a ouvert un dossier d'enquête sur le Burundi, Ndayishimiye, en tant que président du CNDD-FDD, il a organisé de grandes manifestations contre la justice internationale. Et pourtant, il savait très bien que la justice burundaise ne pouvait pas juger ces crimes commis. Alors, qu'il arrête de manipuler l'opinion. En tant que magistrat suprême, il a la clé pour un bon fonctionnement de la justice. Le peuple burundais n'avait pas besoin de lamentation de la part du président de la République, mais plutôt d'actes de redressement de la situation déplorable qui prévaut au pays. Réaction du président du parti Iprona, non reconnu par Gitega. Mais Charles Nditije doute qu'Évariste Ndayishimiye parvienne à changer la donne, car il estime de faibles caractères et entouré de prédateurs bien décidés. Suivez Charles Nditije. Je pense que le président Ndayishimiye n'a pas la force de caractère. Ce n'est pas une personnalité forte à même de prendre des risques, à même de renverser la tendance, de changer le système. Et c'est pour cela qu'il est incapable d'allier la parole et l'action. C'est juste de bonnes intentions qui sont vite étouffées par les menaces, par la peur
que lui impose le système et ses généraux. Et pourtant, la Constitution du 7 juin lui donne des pouvoirs exorbitants. Il est le magistrat suprême, il est le chef de l'exécutif et le gouvernement chargé de la mise en œuvre de la politique telle que définie par le président de la République. Donc il a toutes les prérogatives nécessaires pour changer la donne. Même une loi votée à l'Assemblée nationale, il peut ne pas la promulguer dans les 30 jours quand elle ne lui convient pas. Donc, il a vraiment les outils juridiques et constitutionnels qu'il faut pour changer positivement la situation sociopolitique et économique qui prévaut dans le pays. Donc, qu'ils prennent alors le taureau par les cornes, notamment les Vincent, les prédateurs du gouvernement, dans l'armée, dans la police et dans les institutions chargées de la lutte contre la corruption qui ne foutent rien, qui s'entourent de personnalités compétentes et intègres. Maintenant, la question, en est-il capable? Rien n'est moins sûr, mais comme on dit, wait and see. Toujours à ce chapitre, les jeunes ne devraient pas aussi être trompés par les propos du président Ndayishimiye, car ce ne sont que des paroles en l'air. Le mouvement international de la jeunesse burundaise, Miji Bansig, interpelle plutôt les jeunes burundais, surtout les Imbonerakure du CNDD-FDD, à songer au bien du Burundi et des Burundais et se désolidariser avec les prédateurs, qui qu'il en soit. Souvez Bienvenu Gahungu, porte-parole du MIGEB. C'est lui le mieux placé pour un changement, je dirais, positif, mais pas pour pleurnicher devant les médias et les magistrats. Donc pour la jeunesse, il nous faut ouvrir les yeux pour voir que nos politiciens sont en train de nous mentir. Surtout les jeunes Imbonerakure, nos frères, ils doivent aussi savoir que le CNDD-FDD n'est plus un parti démocratique parce qu'ils voient eux-mêmes que le président, disons élu, qui n'est plus capable de changer ce système corrompu du Burundi. Donc, il n'est pas capable. Ça veut dire qu'il y a des gens qui l'influencent. Au lieu d'agir comme un président, il n'a plus la force, le courage. Maintenant, il a le courage de pleurer. C'était Bienvenu Gahungu, porte-parole du MIGEB. Après cette petite transition, nous parlons santé. Les hautes autorités du Burundi continuent à manifester une légèreté dans l'application des mesures de lutte et de prévention contre la COVID-19. Non seulement le Premier ministre a demandé lors de l'ouverture du salon entre les industriels de la communauté est-africaine organisé ce jeudi que le vaccin contre cette pandémie ne soit pas obligatoire pour la libre circulation des populations, mais aussi une grande partie des participants n'a pas observé les mesures barrières établies par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Plus de détails avec Francine Mahor. Ce salon industriel organisé par l'Association des industriels du Burundi a été rehaussé par la présence du Premier ministre du Burundi, Ale Guillaume Bunyoni. Dans son allocution, le secrétaire général et adjoint chargé des affaires sociales et du secteur de la production au CDRAC a fait savoir que le vaccin sera dorénavant obligatoire pour circuler dans la zone de cette communauté est-africaine. Par ailleurs, l'honorable Christophe Bazivamo a déclaré que cette mesure doit entrer en vigueur sans tarder. De son côté, le Premier ministre du Burundi a de son intervention demandé que le passeport de vaccination ne soit pas une entrave à la circulation des personnes. Ale Guillaume Bunyoni a expliqué que cette communauté ne doit pas porter atteinte au droit qui garantit la libre circulation des citoyens. Ça, c'est un message à notre secrétariat général que dans l'East African Pass, on ne puisse pas effectivement aller à l'encontre de certains droits fondamentaux des peuples et des citoyens et plutôt privilégier des mesures qui puissent à la fois rendre efficiente la prévention du Covid-19 mais aussi promouvoir le développement tout en évitant effectivement de rendre inerte l'activité humaine ou de l'opposer à des contraintes qui pourraient effectivement venir nuire aux libertés et à la vie en général des citoyens. Ces activités se sont déroulées dans un espace étroit par rapport à l'effectif des invités conviés. De plus, les participants n'observaient pas la distanciation sociale et un bon nombre d'entre eux ne portaient pas de masque.
Selon les observateurs, son rejet des autorités burundaises des mesures de prévention contre le Covid-19 est un des facteurs de la propagation de cette pandémie. Dans l'entretemps, la population de la province Ngozi condamne l'égoïsme des dirigeants du parti CNDD-FDD qui viennent de passer 2 jours dans cette province dans les activités du parti. C'est au moment où ces dirigeants ont pris toutes les précautions nécessaires, y compris le dépistage avant le début de ces activités, alors qu'aucune mesure de protéger la population ayant participé à la croisade contre la Covid-19 n'a été prise. Le point avec Denis Claire, il la trouve. Ces activités du parti CNDD-FDD se sont déroulées sur la colline Ezonewouye de la commune Mumba en province Ngozi. Les habitants de cette localité ont beaucoup critiqué l'attitude des responsables du parti CNDD-FDD, y compris le président de la République, qui n'ont pas songé à prendre des précautions pour protéger les participants, alors qu'eux, ils ont pris des mesures draconiennes pour se prévenir contre cette pandémie. C'est aberrant car les hauts responsables du parti ont tous été dépistés. Pourtant, ils ont appelé des milliers et des milliers de personnes à participer aux prières alors qu'elles ne portent pas de masque et ne respectent pas la distanciation sociale. Parmi ces mesures figure le dépistage du coronavirus exigé à tout congressiste du dit parti avant la participation à ces activités. Nancy Ninette Moutoni est porte-parole du parti de l'Aigle. Nous venons de nous faire dépister en tant que les leaders Bakumnawanga qui sont membres du comité central du parti. Donc c'est à la veille de la tenue de la réunion du comité central du parti CNDD-FDD ce jeudi et vendredi. Ces assises regroupent plus de 100 personnes et nous avons jugé bon de nous enquérir de la situation de notre santé par rapport à cette pandémie de coronavirus. Vous saurez que ce n'est pas la première fois que le parti CNDD-FDD organise des activités et les événements réunissant beaucoup de personnes sans pour autant veiller au respect des gestes barrières préconisés dans la lutte contre cette pandémie. Merci à toi, Denis Claire. Il a trouvé une réunion du comité central du parti CNDD-FDD se tient dans la province Ngozi depuis ce jeudi. L'objectif de cette réunion est d'élaborer les lignes directrices que le parti au pouvoir va suivre dans la gouvernance de différents secteurs de la vie du pays, a indiqué ce jeudi son secrétaire général, Révérien Découli. Parlons droit de l'homme et sans transition, un ex-fable du nom de Bonfils Migabo est sans trace depuis 3 semaines. Sa famille indique l'avoir cherché en vain dans tous les cachots et demande à la CNDH, chargée de droits de l'homme au Burundi, de les aider à retrouver l'olaire. Migabo a reçu un coup de téléphone d'un détenu de la prison centrale de Mimba du nom de Ferdinand Ngendabanyikwa. C'était son ami de longue date. Ils se connaissent depuis leur jeune âge parce qu'ils sont de la même localité. Il lui parlait d'une personne qui allait l'aider à sortir de la prison moyennant bien sûr de l'argent. Migabo jouait donc l'intermédiaire car c'était lui qui allait lui amener cet argent. Il était en contact avec un colonel. Jeudi le 5 août, il a reçu un appel d'un agent de transmission de ce colonel. Il lui a demandé 500 000 francs burundais pour le traitement du dossier de ce détenu pour qu'il soit relâché. Il est parti vendredi le 6 et il n'est plus revenu. Tous ses téléphones étaient éteints à partir de 13h du même jour. Nous avons essayé de le retrouver, mais en vain. Nous avons demandé dans tous les cachots, mais ça n'a rien donné. C'est fort possible que Migabo a été enlevé par des gens qui étaient en contact avec le détenu Ngendabanyikwa Ferdinand. Nous aimerions informer l'opinion, surtout les défenseurs des droits humains, que Bonfils Migabo venait de sortir de la prison par grâce présidentielle et il n'y a aucune charge qui pèse sur lui. Nous leur demandons de plaider pour lui, surtout de demander pourquoi ce sont ceux qui étaient chargés d'assurer la sécurité des citoyens qui procèdent aux enlèvements. Le gouvernement doit agir parce que les victimes de ces enlèvements deviennent de plus en plus nombreuses, surtout les bénéficiaires de la grâce présidentielle. S'il est encore en vie, qu'il nous montre son lieu de détention. Et s'il a commis une infraction, nous demandons qu'il soit traduit devant la justice afin qu'il soit jugé conformément à la loi. Rappelons que Bonfils Migabo a été porté disparu le 6 août courant après avoir été acquitté par la grâce présidentielle. Sa famille dit ignorer de quoi l'olaire est accusé. RPA
Parlons éducation à présent, rentrée scolaire édition 2021-2022 projetée au 13 septembre prochain. Déclaration faite ce vendredi par le ministre de l'Éducation. C'était au cours du lancement officiel de la distribution des livres de classe pour la deuxième année fondamentale qui s'est déroulée en commune Busoni de la province de Kirundo. Suivez le docteur François Habyarimana, ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique. Mu nyigisho z'abigisha ziheruka twarababaje cyane no gusanga mu gisata cy'indero hakiri abayobozi bamwe bamwe bataye umurongo aho mbere twahavuye. Lors des précédents séminaires pour les enseignants, nous avons été attristés de constater que dans le secteur éducatif, il s'observe encore des directeurs qui ont failli à leur mission. Nous les avons alors sanctionnés car au lieu de faire participer dans ces séminaires les enseignants de la deuxième année, ils ont envoyé les enseignants des autres classes alors qu'ils ne vont pas les mettre en pratique. Ces directeurs ont été donc démis de leurs fonctions. Les enquêtes sont toujours en cours et si nous constatons qu'il y a un autre directeur qui aurait commis la même faute, il en subira également la même sanction. Nous demandons alors aux enseignants et aux élèves d'être de bons exemples dans leur entourage et au sein des écoles afin de lutter efficacement contre cette pandémie. Ici, je parle des élèves et des enseignants, mais sans oublier les autres citoyens car cette pandémie n'épargne personne. Nous voulons vous souhaiter une bonne fin de vacances et vous appeler aussi à se préparer pour que le 13 septembre, vous puissiez débuter la rentrée scolaire avec assiduité pour terminer cette nouvelle année scolaire avec de bons résultats. À quelques jours de la rentrée scolaire, les habitants de la ville de Bujumbura s'inquiètent et ont peur de ne pas parvenir à trouver assez d'argent pour l'achat du matériel scolaire. Ces stades indiquent que le prix des cahiers et ceux des uniformes ont vigoureusement grimpé alors qu'ils sont dans une précarité sans nom. Le détail avec Elvis Senyomungé. Nous sommes devant les stands des vendeurs de matériel scolaire au marché communément appelé Kotebu à Mairie de Bujumbura. Les acheteurs et les vendeurs sont unanimes pour dire que les prix de ces matériels ont grimpé par rapport à l'année dernière. Une dizaine de cahiers de 100 feuilles s'achètent actuellement à 13 000 francs burundais, alors que l'année dernière, ils s'achetaient à 10 500 francs burundais. Cette de 60 feuilles est passée de 5 500 à 7 500 francs burundais, tandis que la douzaine de cahiers de 36 feuilles coûte 4 000, alors qu'avant, ils se vendaient entre 3 200 et 3 500 francs burundais. Les prix ont vraiment sensiblement grimpé. Ce stade indique qu'ils ne savent pas comment ils vont se procurer de ces matériels scolaires indispensables pour écouler les enfants, compte tenu de la situation d'extrême pauvreté dans laquelle ils se trouvent. Certaines familles ne voient pas comment ils vont s'en sortir car même les prix des livres pour élèves et ceux des cartables ont été revus à la hausse. Si nous demandons le pourquoi, on nous explique que cela est dû au manque de devises et à la dévaluation de la monnaie burundaise. Avec notre situation financière, on ne voit pas comment nous allons envoyer nos enfants à l'école. Les vendeurs du matériel scolaire constatent des douleurs et des gens, cette pauvreté qui ganglonne la population car à des semaines seulement de la rentrée scolaire, la France des demandeurs de ces matériels a sensiblement chuté. Merci à toi, Elvis Senyomungé. Alerte des éducateurs du lycée Rugari, situé en province de Muyinga, sur les difficultés auxquelles fait face cet établissement pour affronter la nouvelle année scolaire qui s'annonce. Il s'agit entre autres de quelques locaux en état vétuste, le manque d'eau potable, de matelas, mais aussi l'insuffisance d'enseignants. Une situation susceptible de perturber la rentrée et toutes les activités scolaires. Le point avec Aimable Nishim. Le lycée Rugari compte à peu près 300 élèves. C'est une école à régime d'internat. Il fait face à d'innombrables problèmes qui risquent d'entraver son fonctionnement. L'un des problèmes majeurs, c'est un manque de matelas. Non seulement ils sont vieux, mais aussi ils sont insuffisants, comme le témoignent un des enseignants de ce lycée.
Je commence par les écoles à régime d'internat, car c'est là où la logistique est problématique. Les matelas à notre disposition sont en état vétuste, car nous les avons eus en 2009. Nous les utilisons ainsi, mais ils sont vraiment en mauvais état. Donc, nous avons besoin de 250 matelas, en plus de ceux que nous avons et qui sont dans un état plus ou moins supportable. L'autre problème se situe du côté des sanitaires. Non seulement le bloc sanitaire est en état piteux, mais aussi le lycée connaît un problème d'eau. Notre plus grand problème est lié au manque de blocs sanitaires. Ils ont été détruits car ils datent de très longtemps. Il y a 2 blocs sanitaires qui sont hors d'usage. Les garçons utilisent aujourd'hui un seul bloc de 12 portes et les filles utilisent également un autre bloc sanitaire de 12 portes. C'est ça notre plus grand problème. Un autre problème crucial est lié au manque d'eau. D'habitude, le lycée de Lugali et le chef-lieu de la commune sont toujours confrontés au problème de manque d'eau. Par ailleurs, cette école a un problème de ressources humaines. Sur le plan des ressources humaines, nous avons aussi un problème de manque d'enseignants et d'encadreurs, car ceux qui sont partis n'ont pas été remplacés. Enfin, ce lycée enregistre un manque de support pédagogique, tandis que ses locaux et dortoirs sont en état de délabrement. Merci à toi aussi, aimable Nishime. Après cette petite transition, nous parlons gouvernance. L'aviation civile du Burundi a enregistré un déficit de plus d'1 milliard de francs burundais en 6 mois. Comme conséquence, la direction de la dite entreprise a pris la décision de prélever un certain montant sur le salaire de ses employés pour combler ce vide. Une décision que le personnel qualifie d'injuste, en plus d'être arbitraire. Le point avec Eric Nyozima. En date du 20 août cette année, le directeur de l'ACB, Emmanuel Habimana, a organisé une réunion avec pour objectif d'annoncer à son personnel la décision d'annuler et de faire rembourser les employés les freins de primes et de gratification qui ont été versés sur leur salaire dans une période comprise entre l'année 2014 et celle de 2015. Emmanuel Habimana a également expliqué aux employés que cette décision a été ordonnée par l'inspection générale de l'État dans le but de combler un déficit de plus de 1 milliard 103 millions qui a été enregistré dans les caisses de la ACB depuis qu'Emmanuel Habimana est à la tête de cette entreprise depuis 2015. Un des participants à la réunion témoigne. Cette réunion avait un seul point à l'ordre du jour. Annoncer au personnel la correspondance de l'inspection générale de l'État qui demande au directeur général de faire payer aux employés tous les frais de primes et gratifications qu'ils ont bénéficiés entre 2014 et 2015. La même correspondance s'adresse au directeur général Emmanuel Habimana pour lui signifier qu'il a causé un déficit de plus d'1 milliard et 103 millions dans les caisses de la ACB. La correspondance mentionne que ce déficit aurait été créé par des primes et gratifications qu'on a octroyées aux travailleurs entre 2014 et 2015. On lui a impérativement obligé de retirer ces sommes sur les salaires des employés. Les salariés de l'autorité de l'aviation civile à ACB n'arrivent pas à comprendre pourquoi le dossier de 2014 soit activé aujourd'hui après 7 ans. Ces salariés disent plutôt qu'ils sont maltraités par leurs dirigeants, d'autant plus que ces gratifications avaient été distribuées avec l'autorisation du conseil d'administration et qu'aucune décision contraire n'a jamais été prise. Emmanuel Habimana, le directeur général de la ACB, a toujours refusé de s'exprimer sur ce dossier. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Dernière nouvelle de cette édition, la Croix-Rouge Burundi vient d'octroyer de nouvelles habitations à plus de 200 familles victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika. La province de Rumongue a été la première à recevoir cette aide. En plus, les victimes de cette inondation vont bénéficier d'une aide financière qui va les aider dans leurs petits projets. Les détails avec Eloge Cuisir. Certaines familles victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika en province de Rumongue ont été assistées par la Croix-Rouge, notamment dans la construction de maisons.
Ces habitants sont des communes Muhuta et Nyanzarak, où la Croix-Rouge a construit 60 maisons, de la commune Bugarama, où elle a construit 80 maisons, et de la commune Rumongue, où 100 maisons ont été construites. Certaines familles viennent de passer 2 jours dans ces maisons. La Croix-Rouge Burundi compte construire 1000 maisons. Bien plus, les victimes vont bénéficier de différents effets et une assistance financière. Selon la Croix-Rouge, chaque ménage va bénéficier de 120 000 francs Burundi. Cette aide est destinée à plus de 5 500 ménages victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika. Il s'agit au total d'une enveloppe de 678 millions et 40 000 francs Burundi. Depuis le mois de mars, la montée des eaux du lac Tanganyika a poussé plusieurs familles à abandonner leurs maisons et quelques-unes ont même été obligées de demander de l'hébergement ailleurs. Les localités les plus touchées par cette catastrophe ont été les communes Muhuta, Bugarama et Rumongue de la province Rumongue et la commune de Nyanzarak de la province Makamba. La province Bujumbura a été également touchée. Merci à toi aussi, Eroge Kwizera. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté oreille attentive. C'est par-ci que prend fait cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, c'était Onésime de Chimaguizé. Je vous souhaite de passer un beau début de week-end.